Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 du podcast L'Hebdo NBA, toujours en compagnie de Benjamin. Salut Benjamin. Salut Léo, salut à tous. Alors aujourd'hui on aborde trois franchises pour essayer de débriefer un peu ce qui s'est produit chez ces franchises-là dernièrement. Les Clippers de Los Angeles, les Knicks de New York et les Cavs de Cleveland qui sont pour nous les trois franchises vraiment en forme ces dernières semaines. Ouais, donc on va débriefer tout ça, essayer de vous éclairer un peu sur les dernières infos. Et puis voilà. Allez, c'est parti, jingle. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye, I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye, I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. Alors Benjamin, si t'es d'accord, on va commencer par les Clippers. Ouais. Je te mets déjà un petit peu en contexte sur la franchise. Donc sur les 30 derniers matchs, on a un Kawhi Leonard, donc c'est Adrien Wojnarowski qui nous a sorti l'info. 30 derniers matchs pour Kawhi, il tourne en 27 points de moyenne et surtout, ça n'a été jamais fait dans l'histoire de la NBA, il est à 55, 50, 90 en pourcentage, donc c'est exceptionnel. Les Clippers qui sont à seulement 5 défaites depuis le 1er décembre, ce qui est même assez impressionnant. Ils ont récupéré, grâce à la défaite des Wolves hier soir, la première place de la conférence Ouest. Et puis on a Tyronn Lue qui a été élu joueur du mois, coach du mois de janvier. Aux côtés de Tom Thibodeau, on y reviendra, mais ouais, c'est quand même assez impressionnant depuis décembre, les Clippers. Bah c'est sûr, honnêtement, tout le monde parlait en début de saison de Boston, de Denver, des Wolves, à juste titre. Et c'est vrai que je trouvais que les Clippers, on a vraiment attendu avant vraiment de parler sur eux, alors que honnêtement, moi je trouve, ils m'impressionnent depuis... C'est... comment dire, James Harden avait dit quand il est arrivé, donc vous avez su, ça vous a pas échappé, que les débuts de James Harden avec les Clippers étaient un petit peu compliqués. Tyronn Lue a dû faire des ajustements, mettant Westbrook sur le banc, etc. Et James Harden a dit, vous allez voir, laissez-nous 10 matchs, et vous allez voir après. Et avec du recul, on est au mois de février à l'heure actuelle, et je pense que oui, il a eu raison. Ces 10 matchs-là ont fait que les Clippers, depuis ce moment-là, ont un équilibre d'équipe et une structure qui leur permet pour moi de proposer tout simplement le meilleur basket en NBA. Et honnêtement, à l'heure actuelle, c'est de loin pour moi la meilleure équipe du championnat pour plusieurs raisons. La première, tu as parlé à juste titre de Kawhi Leonard. C'est vrai que les Clippers, sur les dernières années, ce qui leur manquait, c'est qu'à chaque fois dans les moments clutch, notamment en playoff, tu avais tout le temps soit Kawhi, soit Paul George qui était blessé. Et là, on se rend compte que quand Kawhi Leonard redevient Kawhi Leonard, notamment du niveau qu'il avait affiché quand il était champion NBA avec les Raptors. Des deux côtés du terrain. Des deux côtés du terrain, bien sûr, parce que tu as parlé des stats offensives, mais défensivement, c'est aussi un délire. Et déjà, on se rend compte que Kawhi a un meilleur niveau, peu importe les joueurs qu'il a autour, l'équipe est automatiquement compétitive, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a parlé de James Harden, et au-delà de James Harden, je tire franchement mon chapeau à Tyronn Lue parce qu'il arrive quand même à faire jouer James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, des gros égos, des très très forts joueurs qui ont eu un passé très brillant sur le plan individuel. Il arrive à souder tout le monde dans un esprit collectif qui tire vers le même sens. Donc ça pour moi c'est la deuxième chose, c'est qu'en gros les Clippers à l'heure actuelle ils ont un effectif avec des stars, mais toutes les stars trouvent leur place. Et je trouve que ce qui est super plaisant, c'est que par exemple un mec comme Paul George, vous allez le voir, il va jamais forcer ses tirs, mais par contre quand il faut mettre des gros tirs à 3 points, il les met. James Harden c'est pareil, il y a des certains moments il va être à la distribution parce que je ne sais pas où il se situe exactement, mais il est dans les meilleurs passeurs de la ligue. Actuellement il distribue super bien le jeu et il est capable de prendre ses coups de chaud comme il a fait très récemment sur sa dernier match à 3 points quand il y a besoin. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus chez les Clippers, c'est leur profondeur de banc. Parce que quand vous regardez la profondeur de cet effectif, vous avez Terrence Mann qui est un véritable couteau suisse qui est capable d'apporter partout. Vous avez Norman Powell et Russell Westbrook qui sortent du banc. Vous avez une raquette, pour moi, ils ont peut-être les meilleurs pivots, on va dire, pas individuels, mais en termes de package. T'as quand même Zubac qui s'est posé des gros écrans, prendre des rebonds, prendre la place dans la pâture. Daniel Theis qui arrive à contrer et qui arrive à porter une menace extérieure. Et t'as Mason Plumlee qui est capable de faire un petit peu toutes les tâches ingrates. Donc pareil, poser des écrans, mettre des rebonds, mettre des petites claquettes quand il faut. Donc pour moi, ils ont une profondeur absolument folle. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez les Clippers, c'est qu'en fait, c'est la mentalité qu'il y a. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous regardez leur dernier match, je crois que c'était contre... je sais plus contre c'était. Par exemple, le match contre Boston, il les éclate au TD Garden. Il doit avoir plus de 25 points d'avance dans le match.
mais les mecs, ils continuent à avoir la grinta. On a vraiment l'impression que cette équipe, elle est animée par une volonté de prouver, de tirer dans le même sens vers la victoire. Et je pense qu'on a quand même cité des joueurs comme Westbrook, Paul George, Kawhi. C'est des joueurs quand même où, on va dire, les critiques NBA n'ont pas forcément été tendres avec eux. Playoff P, Russell Westbrook quand il était aux Lakers et même Kawhi qui était blessé. Donc je pense qu'en fait c'est une équipe de revanchards qui a le couteau entre les dents et vraiment coup de chapeau à Tyronn Lue qui arrive à manager tous ses égos pour faire une super équipe sur le plan collectif. Ouais. C'est vrai que pour compléter tes propos, j'avais pris quelques notes, notamment sur les derniers articles en vogue de Trash Talk. Et les mecs de Trash Talk, c'est vrai qu'ils avaient dit une phrase, je trouve que c'est totalement légitime. Et en fait, ils disaient que tous les talents et tous les joueurs de cette équipe ont bien compris comment hiérarchiser leurs talents. C'est exactement ça. Et pour le coup, c'est vraiment ce que tu disais. C'est-à-dire que Paul George, il sait que c'est pas lui qui va avoir la monopolisation du ballon et qui va pas prendre tous les tickets shoot. Par contre, il sait que quand il va y avoir des tirs importants à mettre, certains tirs, ils savent qui doit les prendre, à quel moment. Et c'est vrai que du coup, je trouve que le terme hiérarchisé, ça en fait correspond totalement à ce que proposent les Clippers. C'est vrai que Ty Lue gère totalement bien ses joueurs. Coach du mois totalement mérité au vu de ce qu'ils produisent. Et puis, au final, Russell Westbrook, je trouve qu'il rentre quand même un petit peu plus dans le moule de l'équipe. Il a eu un passage compliqué aux Lakers. Il a eu une très bonne arrivée aux Clippers en fin d'année dernière, avec un très bon impact. Mais puis ensuite, c'était un peu plus compliqué au début de la saison. Mais là, on revient quand même avec un Westbrook qui retrouve un petit peu de qualité au tir, un peu plus d'efficacité à 3 points, toujours dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire pénétrer dans la raquette. Bien sûr. Du coup, il passe ce stade symbolique des 25 000 points en carrière. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu vois, comme tu dis, c'est vrai que Westbrook, on sait que c'est un joueur qui a... On va dire malheureusement sur ces dernières saisons, tout le monde a mis en avant ses défauts, c'est-à-dire que c'est un joueur qui rentre dans le tas, qui n'est pas forcément capable d'apporter du spacing avec un shoot régulier. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, dans le rôle qu'il a, Westbrook, il faut se rendre compte que dès qu'il foule le parquet, vous êtes une équipe, vous êtes tapé déjà pendant 6 minutes à contrôler Kawhi, à contrôler Paul George, à contrôler Harden. Vous vous dites c'est bon, ils sortent, vous faites les rotations, il y a un zinzin de Russell Westbrook qui arrive, c'est une véritable centrale nucléaire, le mec il est partout, il court de partout, il met un impact physique qui émousse les défenses et c'est vraiment ça où tu l'as dit très justement pour la hiérarchie et je trouve que c'est vraiment le point principal. On l'avait déjà évoqué je crois dans d'autres podcasts, on avait dit dans une reconstruction il faut que chaque joueur sache ce qu'ils ont à faire pour performer. Les Clippers c'est exactement ça, je pense que on est tous d'accord pour dire que Kawhi c'est vraiment le leader, c'est celui qui prend les gros tirs. Par contre, quand il y a besoin qu'Harden prenne un coup de chaud, il va prendre son coup de chaud. Quand Paul George avec son jeu sans ballon, il est capable de faire des différences, il le fait en rentrant des gros shoots. Et ouais, honnêtement, les Clippers pour moi, hormis blessure, parce qu'on sait très bien avec eux, c'est toute la même histoire, quoi. C'est dès que ça arrive au mois d'avril, on a des pépins physiques qui arrivent, mais si ça reste comme ça, pour moi, je les vois largement ultra favoris, même devant Boston. Eh ben écoute, on va pouvoir enchaîner sur les New York Knicks. New York qui est sur une série de 9 victoires et donc qui a perdu là il y a 2 matchs, qu'ils ont retrouvé le goût de la victoire, ils sont en 10-1 sur les 11 derniers matchs, ce qui est quand même assez impressionnant. Je l'ai dit tout à l'heure, Tom Thibodeau il a été nommé coach du mois de janvier, donc aux côtés de Ty Lue. Et on a quand même des Knicks qui gagnent depuis quelques temps sans Mitchell Robinson, sans Julius Randle et dernièrement sans OG Anunoby. Donc c'est quand même du très bon boulot. J'ai quand même voulu citer Achua et Hartenstein qui font pour moi du très bon boulot avec Donte DiVincenzo qui avait été appelé dans l'équipe et puis mis dans le 5 pour amener du rythme, pour amener un petit peu de tonus sur le terrain, des deux côtés du terrain. On se rend compte qu'il est aussi capable, quand il est efficace, de mettre des gros tirs et donc de suppléer Jalen Brunson. Et puis Jalen Brunson, All-Star incontournable, un leader, un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement, qui fait vraiment, qui donne en fait, je pense, qui incarne vraiment le nouveau visage de New York. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs bons joueurs qui sont passés à New York. On a eu Julius Randle qui a été drafté, on a eu qui a été tradé, on a eu Barrett qui a été drafté, et on avait beaucoup d'espoir sur lui, on a été un peu déçus. Il y a eu des trades qui avaient beaucoup d'attentes, mais au final on est un peu sur notre fin, notamment avec le trade d'Evan. Et là on se retrouve avec un joueur, Jalen Brunson, qui payait pas spécialement de mine à Dallas, qui faisait ce qu'il avait à faire, mais qui a totalement explosé, puis qui incarne le nouveau visage de New York. On a un trade par contre ces derniers temps qui commence à montrer vraiment son importance dans l'effectif, c'est OG Anunoby, qui fait monter d'un cran le niveau général de l'équipe des deux côtés du parquet. Ah, c'est sûr. Je voudrais revenir sur Jalen Brunson parce que je suis content qu'on avait fait le podcast sur les titulaires à l'Est. Moi je l'avais mis titulaire de loin
Et honnêtement, je suis encore un peu chagriné que ça soit, après on connaît, c'est les fans, etc., que ça soit Lillard devant lui, parce que moi je suis d'accord quand même. Tu vois, là, LeBron James, ils ont joué contre les Knicks, où les Lakers ont gagné du coup, et il avait dit que Jalen Brunson était quelqu'un qui méritait énormément de respect en NBA, et je pense sincèrement que Jalen Brunson est sous-coté à l'heure actuelle en NBA. Je pense que je le mets clairement, peut-être pas au niveau d'Haliburton, mais très très proche dans les top meneurs à l'Est et même dans la ligue. C'est un joueur qui est super intelligent, qui est capable de mettre des 3 points, qui a une vision de jeu. Il est super bon en pump fake, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous le regardez jouer, il fait tout le temps des petits moves intérieurs des feintes, mais il est insaisissable et il est super efficace. Beaucoup d'observateurs disent que Jalen Brunson, ça serait un très bon lieutenant, qu'il aurait besoin d'une autre superstar pour voir les Knicks performer. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les Knicks, comme tu l'as dit, sont sur une série magnifique de victoires qui font qu'ils remontent dans les hauteurs de la conférence Est, sans Julius Randle qui est blessé. Je pense que sincèrement, Jalen Brunson, il a le potentiel pour tirer une franchise vers le haut. Alors peut-être qu'il ne peut pas être le seul visage, mais moi je pense qu'à l'heure actuelle, Jalen Brunson en numéro 1, c'est complètement plausible. C'est la bonne option. Moi je trouve ça d'autant plus difficile de le faire aux Knicks. C'est-à-dire avec la pression que tu as, c'est sûr. En franchise historique, c'est difficile de faire quand même mieux que New York si on enlève les Lakers et Boston. Bien sûr. Et franchement, pour le coup, faire ce qu'il fait aux Knicks, c'est simple. Sur les 10 dernières années, personne l'a fait. Le dernier à l'avoir fait, c'est Melo. Ouais. Et quand on cite ce nom, on se dit qu'en fait, Brunson, comme dit LeBron, il mérite un respect, dans le sens où on a attendu 10 ans depuis Melo pour avoir quelqu'un, et pourtant des joueurs ils sont passés qui relèvent vraiment le niveau de la franchise, donc mettre du respect sur le nom de Brunson, c'est mérité, je suis totalement d'accord. Non mais c'est sûr, et puis surtout que, je veux dire, comme tu l'as dit, les Knicks c'est pas... toute personne qui a joué en NBA le disent, c'est qu'à New York, t'as une attente telle autour de la franchise. Les fans au Madison Square Garden, on a bien vu en playoff quand ils ont joué contre les Hawks avec les Fox Trae Young, c'est un public qui est hyper chaud, qui a beaucoup d'attentes. Donc à New York, vous êtes une star très vite, mais vous êtes aussi un zéro entre guillemets très vite si vous faites des contre-performances. Et je trouve que Brunson, comme tu l'as dit, il est venu de Dallas, où alors il s'était révélé parce que c'était quand ils avaient joué, c'était l'année où en fait ils sont allés en finale de conférence et ils ont perdu du coup contre les Warriors, et c'était Doncic était blessé au premier tour, et c'était contre le Jazz notamment qui s'était révélé, où il était presque à 30 points de moyenne. Et c'est vrai que quand les Knicks sont pariés dessus, il y a beaucoup de sceptiques en disant est-ce que c'est peut-être pas un peu trop grand pour lui, est-ce que la lumière sera pas trop forte. Visiblement il répond à toutes les attentes. Et parler des Knicks, alors il y a Brunson qui est magnifique, mais moi j'aimerais évoquer d'autres joueurs que tu as dit, dont DiVincenzo. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les Knicks, ils ont fait quelque chose de très rare qui ne fait pas souvent NBA. Ils ont réussi à l'heure actuelle de reformer un trio qui a tout simplement gagné le championnat NCAA avec Villanova. Donc c'est Brunson, Josh Hart et Devonte DiVincenzo. Ils ont réussi à former ce noyau-là. Et pour moi, je trouve que ce noyau-là, en fait, il illustre et il transpire tout ce que Tom Thibodeau veut faire. C'est des joueurs qui ont de l'abnégation, qui rechignent pas sur l'effort, qui se défoncent des deux côtés du terrain, qui donnent tout. Et je trouve que cette équipe, c'est vraiment ça. Pour moi, t'as parlé aussi d'Hartenstein. Pour moi, les Knicks, c'est vraiment une équipe de col bleu. C'est-à-dire que vous prenez un mec comme Josh Hart, il est capable de courir au quinte coin du parquet, de faire des grosses stops défensifs, de mettre des grosses bombes à 3 points quand il y a besoin. C'est des joueurs qui ont une énorme polyvalence et surtout des joueurs qui ont beaucoup de cœur. Et avec toute l'ambiance que tu as au Madison Square Garden, je pense que les joueurs et le public sont un peu en adéquation. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'osmose qui se crée chez les Knicks. Tu sens vraiment que tu as une bonne dynamique qui va dans le bon sens. J'attends de voir le retour de Randle et de Anunoby qui est blessé là pour voir si ça se perdure. Mais honnêtement, les Knicks, je trouve que ça va très très bien. Et surtout, comme tu l'as dit, Mitchell Robinson était capital pour eux parce que c'était un véritable point d'ancrage dans la raquette avec un nombre de rebonds gobés, que ce soit du côté du parquet, absolument faramineux. Et je trouve qu'ils arrivent bien à compenser son absence. C'est un jeu plaisant et Thibodeau, coach du mois, complètement mérité. Et je trouve que c'est bien qu'à l'ère où on est tout pour l'attaque, que des systèmes, mettre un coach qui a ses principes, on sait que c'est de la hargne et de la défense, qui est récompensé et qui est aussi récompensé par ce résultat de l'équipe et du coup qui est salué par la Ligue, je trouve que c'est très intéressant et mérité. Alors, avant d'introduire sur les Cavs, je vais essayer d'enfoncer peut-être un peu une porte ouverte, on va pas trop s'enflammer. New York, l'année dernière, s'est arrêté en demi-finale de conférence. Ouais. Ils ont éliminé Cleveland au premier tour. Ouais. Et on se retrouve avec une équipe de Cleveland là qui pointe à la deuxième place à l'Est. New York et Cleveland, c'est vrai que c'est deux équipes qui bénéficient aussi peut-être, même s'ils sont très en forme,
de la méforme des Sixers après la blessure d'Embiid, et puis de tout le chamboulement qui se passe en ce moment à Milwaukee avec le départ d'Adrian Griffin remplacé par le Doc. Et c'est vrai que, est-ce que on peut rêver d'une finale de conférence au Madison Square Garden? Enfin, pas au Garden, mais en tout cas, est-ce qu'on peut rêver d'une finale de conf à l'Est pour New York? Moi, alors, ça va dépendre de plein de choses, parce que le problème, c'est les tirages. Le souci, c'est que déjà, si je sais pas combien vont finir, parce que c'est hyper homogène. Tu vois, honnêtement, moi, tu vois, à l'heure actuelle, j'aimerais bien avoir l'avis des gens. Tu me dis demain, premier tour de playoff, Milwaukee, New York. Moi, je pense que ça se tape. C'est pas facile, hein. Je pense que ça se tape. C'est pas facile, hein, mais... Et après, tu vois, à l'opposé, une équipe comme les Pacers-Knicks. Est-ce que tu penses que vraiment les Knicks tu vois ce que je veux dire? Je pense que les Knicks sont quand même supérieurs aux Pacers. Tu penses? Moi, je pense qu'on a quand même on va dire... Alors, ce qui est difficile, en fait, c'est d'estimer ce qui va se passer avec Embiid. Mais on va dire que si dans l'optique où Embiid revient avant la fin de la saison, on a un quatuor... Allez, 5 équipes. Alors, si Embiid revient pas, on a 4 équipes qui se dessinent. Boston, Cleveland, Milwaukee et les Knicks. Alors après, si Embiid revient, où est-ce qu'on placera les Sixers dans cette hiérarchie à l'Est? On ne sait pas trop pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'au final, on se retrouve avec une équipe des Cavs qui est complète. On y viendra et qui peut potentiellement pointer en dauphin des Celtics, qui paraissent intouchables. Mais après, on sait que les Bucks peuvent se réveiller également. Ils ont l'effectif pour, en tout cas, il faut qu'ils retrouvent un peu de cohésion avec le staff et puis la franchise, mais je pense que ça peut fonctionner. Et on a les Knicks qui, pour l'instant, montrent que sur les 15 derniers matchs, c'est un candidat sérieux à jouer une finale de conférence à l'Est. Non mais ils ont le potentiel. Après moi, la petite jurisprudence que je mettrais, c'est que... Un manque d'expérience aussi peut-être. Alors, manque d'expérience. Après, t'es quand même en saison régulière et le contexte playoff est pas pareil. Moi, je pense que les Knicks, ils réussissent en saison régulière parce que je te dis, ils ont cette grinta, cette énergie qui font qu'ils arrivent à prendre des matchs contre des gros. Après, tu sais très bien qu'en playoff, ça joue beaucoup plus sur aussi le talent individuel de tes superstars. Et je pense en fait, ce qui manque à New York à l'heure actuelle, c'est t'as Bronson qui peut mettre des gros tirs en playoff, t'as Rundle qui peut, mais même on a vu que Rundle des fois en playoff il a du mal à confirmer. Mais qui peut pointer le bout de son nez, c'est 20 points quand même. C'est ça, et tu vois, est-ce qu'à l'heure actuelle, un mec comme DiVincenzo là qui fait des grosses perfs peut être un mec qui est ton facteur risque? Je sais pas. Est-ce qu'un mec comme Anunoby, qui est très très fort, est-ce que ça peut être un mec qui peut être en 8 rebonds, 3 comptes et 20 points en playoff? Ça, tu vois, je sais pas encore. C'est des interrogations. C'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est un peu le problème des Knicks qu'ils ont depuis plusieurs années. C'est, tu vois, on a vu que les Knicks, ils étaient sur Donovan Mitchell, ils l'ont pas eu. Ils étaient sur Durant, ils l'ont pas eu. Je pense qu'il leur manquerait un troisième gros joueur. Pas forcément une superstar, je te dis pas un Kevin Durant. Chris Middleton en forme? Mais ouais, alors pas maintenant, mais oui. Un Chris Middleton à l'époque. Ou tu vois, un Lauri Markkanen par exemple, tu vois. Ouais. Un mec comme ça, d'un niveau All-Star, capable de faire de la différence en playoff pour qu'il soit vraiment, vraiment premier tour. Mais comme tu l'as dit, à l'Est, entre la blessure d'Embiid, le manque de cohésion et de construction d'équipe chez les Bucks, les Cavs, là ça tourne, mais après on n'en est pas à l'abri non plus d'un pépin physique ou quoi. Je trouve que c'est hyper dur à pronostiquer, mais c'est sûr que les Knicks, entre les Knicks oui, comment dire, tu fais cette conversation-là il y a 2 mois, je pense que ça on les met pas dedans, c'est sûr. Et parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui interviennent maintenant, c'est-à-dire que les Bucks, je trouve que c'est un bilan qui cache quand même beaucoup de choses, dans le sens où oui, le bilan est positif, mais quand tu les vois jouer, le niveau, excusez-moi du terme, est dégueulasse. Et au final, j'ai vu certains journalistes et puis certaines réactions sur les réseaux qui étaient un peu effarés du départ de Griffin. Mais j'ai envie dû au bilan quand même positif des Bucks. Mais franchement, c'est pas beau les Bucks. Tu sais quoi, j'ai posé une question, parce que moi, c'est la question que je me suis fait. Je crois que ça fait une dizaine d'années que je suis à l'NBA. Je pense que c'est la première fois que je vois une équipe avec un aussi bon bilan m'inspirer si peu de confiance et de sérénité. Alors, les gens, la plupart des choses que j'ai vues, c'est ils gagnent. Oui, mais bon, on va dire que vu l'équipe qu'il a, je suis d'accord, mais est-ce que toi, honnêtement, je les regarde souvent, je trouve pas, il n'y a pas de sens. Déjà, ça défend pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence. Lillard, il est là, il va prendre chaud, mais t'as l'impression qu'il n'est pas hiérarchisé, comme par exemple chez les Clippers. Moi, je trouve que. Et puis, alors, il y en a un pour moi qui est en perdition là, depuis l'année dernière, ou en tout cas qui se retrouve plus dans l'équipe, c'est Brook Lopez. C'était un des facteurs X l'année dernière.
il se retrouve plus du tout Ouais, mais je après, trouve, oui. dans le collectif. En tout cas, il a plus le même impact. Je pense que chez les Bucks, il manque sérieusement, il manque une chose qu'ils ont perdu et qu'il faudra très vite retrouver sous Doc Rivers. Mais en fait, le problème, si tu veux, de Brook Lopez, c'est qu'il était dans la conversation du meilleur défenseur de l'année l'an dernier parce qu'il avait le système qui permettait d'avoir son apport. Là, je pense qu'en fait, moi, je dirais pas qu'il est moins bon, mais en fait, vu que c'est mal organisé autour de lui, son impact, en fait, il se dilue complètement. Et moi, je pensais qu'en joueur qui était complètement à la dérive, je pensais que tu allais parler de Middleton. Parce que pour moi, après, c'est ça fait pas. Ouais, mais ça Après, fait pas. oui, mais c'est après, pas depuis la semaine dernière que ça se passe Ouais, pas je mal sais, pour Chris mais je Middleton. pense qu'ils attendaient beaucoup de Middleton et c'est aussi un des facteurs qui fait que ça marche pas. Et juste pour terminer avant qu'on passe aux Cavs, on parlait des équipes. Il y a une équipe que tu as oubliée et qu'il faut pas sous-estimer, à mon avis, c'est les Miami, Heat, bien sûr. Butler et Adebayo. Là, ils ont pris Tari Rozier, on va voir comment ça donne. Et tu vois, c'est pareil. Tu vois, par exemple, premier tour de playoff, tu as un Knicks Heat. Si t'as un Jimmy B avec le couteau entre les dents et tout, tu vois, t'es pas à l'abri. Ça va être chaud, je suis d'accord. Donc faut qu'on voit. Cleveland, petite introduction, pareil, donc 14-1 sur les 15 derniers matchs, quand même très costaud. Donovan Mitchell est le joueur du mois de janvier. Au vu des statistiques et puis du bilan de l'équipe, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est une équipe quand même qui est relativement bien équilibrée et là qui est en train d'engranger une grosse confiance. Et puis on a le retour, parce qu'on peut le dire, hein, ces 14 victoires presque d'affilée, ils les ont faites sans Darius Garland et sans Evan Mobley, qui sont maintenant de retour, sachant que c'est quand même Garland, c'est un joueur quand même qui est très intelligent, à la main, qui est un peu caméléon, qui est capable de s'adapter dans l'effectif. Et puis Evan Mobley, c'est un des intérieurs les plus talentueux de la ligue. On va dire que là, les Cavs, s'ils arrivent à lier encore tout ça et à continuer d'engendrer de la confiance, ça peut être un sérieux candidat également. Ah bah c'est sûr, mais tu sais, moi ils me font... Comment dire ? C'est pas dans le jeu ou quoi, mais ça me fait penser quand Memphis, ils étaient deuxième à l'ouest et qu'ils avaient pris je sais pas combien de victoires et que Ja Morant était blessé en fait. Et là je trouve que c'est pareil dans le sens où t'as quand même Garland qui était quand même un meneur all-star, Mobley qui est quand même hyper important dans leur système, ils sont pas là et Jimmy Bickerstaff a eu le mérite de trouver un système. Je pense que ça a mis du temps à décoller parce que Max Truss, là il est en train de mettre petit à petit le nez à la fenêtre. Là je crois qu'il met 22 points, il a 6 sur 10 à 3 points sur son dernier match contre les Kings. Okoro, il était dans le 5, pas dans le 5. Mal attiré, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Là c'est tranché, il sort du banc, gros apport défensif, capable de mettre des 3 points, c'est fait. Caris Levert, qui était sur le corps alternatif, on l'a mis en sortie de banc en mode scoreur fou. Il rentre ses gros shoots, ça marche bien. Et puis après... Jarrett Allen retrouve son niveau, tour de contrôle dans la raquette. Donovan Mitchell, tu l'as dit, je sais pas si tu l'as dit, mais joueur du mois, marche sur l'eau. Honnêtement, ce mec, pareil, dans les discussions de joueurs sous-côté, je pense que Donovan Mitchell, il est aussi pas mal parce que ce mec, je sais même pas comment on peut pas parler de lui dans la course au MVP. Je le trouve fantastique. Et puis, tout simplement, Cleveland, moi, ce qui m'impressionne et ce qui me ferait rêver si j'étais fan des Cavs, c'est que leur moyenne d'âge, ils sont super jeunes, quoi. Et c'est que là, en fait, t'as une dynamique collective qui est en train de se mettre en place, avec des joueurs qui sont pas encore à 100% de leur potentiel, qui peuvent encore progresser. Et je pense que cette équipe-là, honnêtement, ils ont eu l'expérience des playoffs de l'an dernier qui s'est mal passé. Je pense qu'ils ont tiré des leçons. Ils ont le couteau entre les dents parce que Donovan Mitchell l'avait dit quand ils étaient venus jouer à Paris. Je pense que c'était un traumatisme pour eux de se faire sortir comme ça par les Knicks. Ils sont revanchards, ils ont l'état d'esprit, ils commencent à avoir une osmose collective. Et honnêtement, sur la dernière saison, Cleveland, c'était grosse défense, mais en attaque, tu sentais que ça peinait un peu. Là, je trouve qu'ils sont super équilibrés. T'as des mecs qui sont capables de l'extérieur avec le petit Merrill en sortie de banc, avec Mitchell, avec Strauss. Ils sont capables d'avoir des points d'ancrage dans la raquette avec Mobley et avec Allen. T'as, je te dis, Caris Levert qui vient apporter un peu sa folie, comme un peu à la Lou Williams à une certaine époque, capable de prendre feu complètement. Je trouve qu'honnêtement, les Cavs, c'est une confirmation. Et je pense que, autant l'an dernier, ils sont pris un mur. Là, moi, tu vois, tu me parlais des Knicks en finale de conf. Moi, je pense qu'eux, ils peuvent aller en finale de conf. Moi, tu vois, les Cavs jouent extrêmement bien au basket. Mais tu vois, je vais être juste un petit peu taquin volontairement. C'est une réticence. En fait, j'ai toujours souvenir de, je crois qu'il y a 3-4 ans, le Jazz qui finit la saison premier de la conférence Ouest et qui au final se fait sortir au premier tour des playoffs. Et en fait, je me dis, tu vois, les Cavs, les Knicks, le Thunder, c'est des équipes qui leur ressemblent un peu.
Et je pense que pour une de ces équipes, le scénario Va être pareil. peut être similaire. Après, on aura forcément des très bonnes surprises, mais je pense qu'on aura quand même une ou plusieurs déceptions en post-saison. Bien sûr. Mais après, pour toi, si Cleveland demain ils font finale de conf perdue contre les Celtics, c'est une saison réussie. C'est une saison très réussie. D'accord. Par contre, si tu me demandes sur qui je mise entre les Knicks et les Cavs, je pense que je mettrais quand même plus ma pièce sur les Knicks. Ah, moi je pense. Ah bah tu vois, on n'est pas d'accord. Non, pour moi ils ont beaucoup plus de talent. Tu vois, un mec comme alors ok, t'as Brunson, mais pour moi je trouve que Donovan Mitchell reste au-dessus de Jalen Brunson. Pour moi, Allen, Hartenstein, il n'y a pas débat. Non, bien sûr. Tu vois. Non, bien sûr. New York ont pas un mec comme Levert en sortie de banc. Mais tu vois, Garland, je te dis ça Garland. Sur ce que moi j'ai pu voir de New York l'année dernière et qui nous a tous surpris en playoff. Et s'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le recommencer et d'une meilleure manière s'ils ont tiré des conclusions de ce qui s'est passé en demi-finale de conf. Donc c'est vrai qu'au final, je dirais que est-ce que je mise sur New York par rapport à Cleveland, je sais pas, mais en tout cas, j'ai peut-être plus de certitude du côté des Knicks que du côté des Cavs pour ce qui va arriver en fin de saison, les grosses échéances de la fin de la saison. De toute façon, ce qui est sûr là, c'est qu'à l'heure actuelle, pour conclure, si on voit à l'Est, t'as les Pacers qui sont la belle surprise. Donc après, on pourra aussi parler des Pacers, mais je pense que si les Ça va être Pacers, plus compliqué quand même. si les Pacers, tu t'arrêtes au premier tour des playoffs, T'as t'as fait un gap, voilà. c'est bien. Non, mais Après, c'est par pas- contre, t'as quand même les Knicks qui sont allés l'an dernier, qui ont un très bon bilan, donc tu vas avoir des attentes. T'as les Bucks parce que t'as Giannis et t'as fait peut-être le transfert, l'une des transferts des dernières années avec Lillard. T'as les Celtics. T'as le 8 parce que mine de rien, le 8 c'est finaliste NBA l'an dernier. T'as le point d'interrogation Philadelphie. T'as les Cavs et t'as Philadelphie. T'as 6 équipes. Je pense que Embiid avec les Sixers, s'ils pètent pas le plafond des finales de conf, ça va être un échec. Les Bucks, s'ils vont pas en finale de conf, même en finale NBA, c'est un échec. Boston, s'ils vont pas en finale NBA, c'est un échec. Et les Cavs et les Knicks, je pense que s'ils vont pas minimum au deuxième tour, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on a 6 équipes pour 2 places. Ça va être compliqué. Hein. Et je pense qu'honnêtement, cet été-là, du point de vue des dynamiques de chacune des équipes, je pense que les playoffs à l'Est peuvent avoir une énorme incidence sur la ligne parce que moi je pense qu'il y a des équipes qui vont appuyer sur le bouton éjectable. Hein. Moi honnêtement, si les Bucks ils se font sortir en demi de conf par les Knicks ou par les Cavs, ça va grincer un peu du côté de Giannis va Milwaukee. faire. Ça va grincer un peu du côté de Milwaukee, non, ça c'est clair. Bah écoute Benjamin, c'était encore un pur plaisir comme d'habitude. On va partager. J'espère qu'on vous aura un peu éclairé sur ces 3 équipes là qui nous donnent le sourire en ce moment dans la ligue. Et puis on reviendra prochainement avec de nouvelles thématiques, de nouvelles infos et puis de nouvelles analyses à transmettre. Pour finir, j'avais une question Léo parce que là je la pose, c'est en direct. Toi qui es fan des Sixers du coup, Ouais. La blessure d'Embiid, tu la vois comment du coup la fin de saison? Je vois quand même ça difficile dans le sens où même si les Sixers ont des joueurs pour gagner, je trouve que les Sixers sans Embiid, on retombe dans une franchise du type Atlanta, Ouais. où on se retrouve avec une équipe qui va jouer le bas des places play-off, peut-être même le play-in si ça se passe mal. Mais Embiid, c'est le facteur X de cette équipe de toute façon. Alors après, là j'ai vu, juste avant que tu arrives là, j'ai vu que les Sixers vont faire entre 1 et 3 trades sûrs avant la deadline, qui sera très vite là. Donc à voir qui. J'ai vu que ça parlait de joueurs, alors après c'est des joueurs de seconde zone, mais j'ai vu que ça parlait très fort de Bogdanovic. Ouais, c'est pas mal. Peut-être avec les Kings également. Alors je sais pas. Mais en tout cas, forcément, si Embiid ne sera pas là en fin de saison, il va falloir que ça bouge dans tous les cas. Mais en fait, là où je suis déçu, c'est que je trouvais que les Sixers, depuis le début de l'année, c'est la première fois, moi depuis que je suis à l'NBA et que je suis fan des Sixers, donc une bonne dizaine d'années aussi, que les Sixers jouent aussi bien. Et du coup, c'est dommage parce que ça met un coup d'arrêt. Embiid n'a jamais été aussi fort. Tyrese Maxey est phénoménal. Tobias Harris, je trouve, est un petit peu plus supérieur à ce qu'il produisait les années d'avant. D'Anthony Melton est capable de tout faire, c'est le meilleur intercepteur de la ligue. Voilà, on a Paul Reed s'est révélé l'année dernière, il confirme cette saison. Nico Batum aussi. Nico Batum qui est là, qui amène de la sérénité défensive, du jeu également avec son QI basket. Nick Nurse qui avait l'air de bien articuler tout ça. Mais c'est comme ça, le genou de ce bon vieux Joël a encore craqué. Okay. Et le problème, c'est que Joël, j'ai l'impression qu'il joue tellement. En fait, j'ai eu la discussion avec Alexandre, il est pas là, mais justement lundi. Embiid, en fait, par rapport à Jokic, par exemple, ils ont 2 physiques
qui sont, entre guillemets, affreux. Ouais. C'est-à-dire que pour un sportif de haut niveau et un athlète, d'avoir un physique comme ça, c'est très compliqué. Ah, bien sûr. Et en fait, Alexandre, je trouve que ce qu'il m'a dit, c'était plutôt juste. Il me dit, Jokic, il se blesse pas parce que lui, il joue à 70% de ses capacités physiques. C'est-à-dire qu'il joue au ralenti. Embiid, c'est vrai que lui, il force énormément. il est tout le temps, il est tout le temps à 100% de ses capacités et il pousse jusqu'à la limite. Et c'est vrai que quand on a un physique comme ça et qu'on sait pas gérer ses ressources, j'ai l'impression de parler à des élèves, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour essayer de durer longtemps et d'essayer de du coup construire quelque chose sur la longévité d'une saison, quoi. De toute façon, là, ce que j'avais vu, c'est qu'apparemment, avant que Kuminga lui tombe sur le genou et qu'il se blesse, le genou apparemment était déjà gonflé depuis plusieurs semaines. De toute façon, ça faisait plusieurs semaines qu'il jouait pas, voilà, ça tire depuis le début de la saison. Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, en tant que fan, forcément, je suis déçu. Mais c'est vrai que quand je vois ce que faisait Embiid depuis le début de la saison, qu'on soit fan ou pas, c'est quelqu'un qu'on a plus envie de voir que de pas voir. Ah bien sûr. Donc forcément, ça entache aussi la saison des Sixers. On verra comment ça va se passer. Je suis quand même content que Tyrese Maxey soit au All-Star Game parce que c'est un phénomène, ce joueur. Et puis on verra comment ça se passera à la fin de la saison. Mais en fait, j'ai pas spécialement d'attente pour les playoffs. Dans le sens où même si Embiid il revient un mois avant les playoffs, on aura toujours ça au-dessus de la tête en se disant comment ça va se passer, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. On peut finir là-dessus, c'était pas mal. Écoutez, bonne soirée à tous, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous écouterez le podcast, mais voilà, portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut.